Je vais donner quelques chiffres que vous citez dans Demain qui gouvernera le monde. L'espérance de vie atteindra en 2030 en moyenne 72 ans. Plus de 2 milliards de personnes seront âgées de moins de 20 ans. Plus d'1 milliard auront plus de 65 ans. Plus de 7 milliards posséderont un téléphone mobile et s'en serviront comme moyen de paiement. Plus de 4 milliards auront accès à Internet. Plus de 2 milliards tiendront un blog. Mais pour maintenir la consommation alimentaire au niveau actuel, je sais que c'est un peu long, mais ce sont des chiffres qui marquent. Il faudra produire 20 kg de poisson, 50 kg de viande par habitant et par an, ce qui exigera l'industrialisation de leur production. Près de la moitié de l'humanité survivra avec moins de 2 dollars par jour. En Asie, le nombre de pauvres sera divisé par 2, de 60 à 30%, tandis qu'il va augmenter massivement en Afrique. 20 pays et 48% de la population mondiale, c'est-à-dire près de 4 milliards de personnes, vont souffrir du manque d'eau. Et à l'autre extrémité, la fortune va se concentrer, Jean-Paul Delevoye, entre les mains de quelques dizaines de milliers d'oligarques. On dénombrera, dit Jacques Attali, 30 000 jets privés. 1% de la population de la planète possédera 35% du patrimoine mondial. L'injustice est là et en même temps les germes de... Naturellement, tout ça n'aura pas lieu parce que ce n'est pas possible. C'est 2030, c'est ce qui s'annonce, mais il se passera où une volonté de mettre en place une réglementation mondiale ou une démocratie mondiale. Et moi, j'appelle à des états généraux de la planète. On commence. Il y a deux choses à faire, à mon avis. Premièrement, ça a l'air d'être simple. Hein. Oui, au niveau des citoyens, je pense que le moment est venu de faire ce qu'on a fait en France en 1788, des États généraux. Il faut lancer des États généraux de la planète. Et bon, ils sont lancés avec le livre. À mon modeste niveau, oui. Et après, il y a eu 1789. Oh là là. Oui, il y a eu 1789 qui a abouti avec un certain temps vers la démocratie et des choses bien positives. Longtemps. Oui, mais c'est... Comme dirait François Furet, très longtemps. Très longtemps, mais c'est quand même une étape positive. Et les États généraux, ce serait le meilleur moyen de démontrer aux citoyens que la mondialisation, que le gouvernement mondial, ce n'est pas un gouvernement conspirationniste de quelques plutocrates qui veulent maîtriser le monde. Les États généraux de la planète, ça va être la prise de conscience que ces enjeux que vous avez cités tout à l'heure pourraient ne pas avoir lieu. Mais deuxièmement, en attendant cela, puisque nous sommes dans des situations étranges de ne pas avoir de pilote dans l'avion, mais de même pas avoir de cabine de pilotage, parce qu'à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. C'est pas comme en 89 où il suffisait d'aller à Versailles et de mettre quelqu'un d'autre à la place. Ici, il n'y a pas de Versailles planétaire, il n'y a pas de gouvernement. Mais il faut créer cette amorce. Et ça, c'est très facile. Il serait décentralisé. D'abord, il y a une chose qui peut se faire en 24 heures. Fusionner le Conseil de sécurité, le G20 et le Comité monétaire du Fonds monétaire international. C'est-à-dire les trois instances clés. Le G20, c'était une bonne idée? Non, c'était une mauvaise idée. Il fallait la laisser au comité monétaire du Fonds monétaire, parce que là, c'est une instance vraiment correspondant à une institution. Les bonnes idées sont les idées d'Attali, les idées des autres. Non, mais il faut que je fasse un peu de critique. Non. Sinon, je ne joue pas mon rôle. Les institutions du Fonds monétaire, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de mérite et je me sens, dans votre regard, mégalomane, mais je n'ai pas créé le Fonds monétaire international. Il existait et je trouve que c'était une très bonne institution. Très bonne institution, et c'est elle qu'il fallait renforcer. Le G20 a été une façon de passer outre. Et qui était... FMI est le secrétariat général du G20, en quelque sorte. Oui, mais en réalité, il ne l'applique pas. Parce que le G20 est une... La suite, le gouvernement mondial. C'est tout simple. Si aujourd'hui vous fusionnez G20 et Conseil de sécurité, vous avez un gouvernement mondial efficace. Si vous y mettiez le Fonds monétaire, vous avez un instrument d'action. C'est très simple. Ça peut se décider en 24 heures. Mais c'est qui le pilote? Eh bien, à ce moment-là, c'est... Quelle puissance, on va dire? C'est la Chine, c'est les États-Unis? Non, les États-Unis. Ce sont les ONG, c'est les mafias, c'est qui? C'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que plus personne, aucune nation, c'est la première fois dans l'histoire humaine où ça arrive, aucune nation n'est à la hauteur des problèmes mondiaux. Avant, il y a eu successivement Venise, les Pays-Bas, l'Angleterre, les États-Unis, qui étaient à la hauteur des problèmes mondiaux. Aujourd'hui, plus personne. Et même plus personne ne le veut. Les États-Unis ne veulent plus. Sauf que tout le monde est interdépendant. Mais tout le monde est interdépendant. Donc la seule chose qui peut l'être, c'est un Conseil de sécurité planétaire avec un vrai exécutif planétaire. Ça aura lieu. Toute la question est de savoir si ça aura lieu après une catastrophe ou à la place d'une catastrophe. Et qui contrôlerait votre gouvernement mondial? Est-ce qu'il y a un contre-pouvoir? Évidemment, il y a une assemblée générale. Il y a un parlement mondial qui doit être nécessaire. Il y a l'Assemblée générale des Nations Unies qui, d'une certaine façon, ressemble au Sénat, puisque ça représente la géographie. En tout cas, il y a une question politique très claire qui est aujourd'hui posée. La catastrophe japonaise,
montre l'insuffisance de l'autorité internationale de sécurité mondiale. Quand on regarde les conséquences du commerce international sur l'indépendance alimentaire, les Chinois sont en train d'acheter comme des fous les hectares pour maintenir leur survie alimentaire, et surtout en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Le commerce international a placé les pays du tiers-monde dans un système de survie ou de dépendance. Donc il faut réinventer des règles mondiales. S'il y avait une gouvernance mondiale, Jacques Attali, qu'est-ce qu'il ferait à Kadhafi? Comment il se comporterait avec les despotes d'Afrique et d'Asie? Là aussi, c'est très simple à comprendre. L'OTAN, qui a été créée face au pacte de Varsovie, n'a plus de raison d'être, puisqu'il n'y a plus de pacte de Varsovie. L'OTAN, c'est l'armée, ça devient la réalité quotidienne, c'est l'armée des démocraties. Il y a l'Assemblée des Nations Unies qui représente le monde, et puis il doit y avoir une autre assemblée qui représente les démocraties. Et l'OTAN, c'est l'armée des démocraties. Et c'est déjà le cas, progressivement. Alors évidemment, c'est l'armée des démocraties dominée par les États-Unis, ce qui n'est pas bien. Oui, donc il faut en changer l'équilibre. Mais c'est l'armée... Évidemment, pour l'instant, c'est avec les États-Unis. Mais il faut que ça devienne l'arme des démocraties pour créer la démocratie. Dans combien de temps, comme ça, la perspective d'un gouvernement mondial démocratique? Peut-être dans 10 ans, mais peut-être jamais.